Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19 h pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Visite officielle au Maroc de la présidente du Congrès des députés d'Espagne. Visite entamée par des entretiens avec le chef du gouvernement et avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Démantèlement d'une cellule terroriste de 5 membres partisans de Daesh par le BCIJ, le Bureau central d'investigation judiciaire, cellule qui s'activait dans la région de Bni Chikr, dans la banlieue de Nador. Elle est la première femme arabe et africaine à accéder au bureau exécutif de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie. Il s'agit de Naji Al-Abadi, professeur en neurochirurgie à l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat. Son portrait au cours de cette édition. Sa Majesté le roi Mohamed VI a subi ce mercredi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 à Paris au service du professeur Jean-Philippe Nordman. C'est ce qu'indique un communiqué co-signé par le professeur Nordman, chef de service, et le professeur Abdelaziz Maouni, médecin personnel de Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, présente un ptérygion de l'œil gauche qui s'étend sur la cornée. Il a été nécessaire de réaliser une exérèse complète de celui-ci et un repos d'une durée de 15 jours est nécessaire pour une bonne cicatrisation de l'œil, en particulier de la cornée. Que Dieu préserve Sa Majesté le roi, lui accorde prompt rétablissement et le comble des bienfaits de la santé. L'intervention chirurgicale que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a subi ce mercredi au centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 à Paris s'est déroulée dans de bonnes conditions et le souverain se porte bien. Selon un communiqué co-signé par le professeur Jean-Philippe Nordman, chef du service de centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20, et le professeur Abdelaziz Maouni, médecin personnel du souverain, Sa Majesté le roi présente un ptérygion de l'œil gauche qui s'étend sur la cornée. Il a été nécessaire de réaliser une exérèse complète de celui-ci et un repos d'une durée de 15 jours est nécessaire pour une bonne cicatrisation de l'œil, en particulier de la cornée. Que Dieu préserve Sa Majesté le roi, lui accorde prompt rétablissement et le comble des bienfaits de la santé. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au souverain du Swaziland, Msawati III, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Nous le disions en titre, visite officielle de 2 jours au Maroc de la présidente du Congrès des députés d'Espagne. Visite entamée par des entretiens à la primature avec le chef du gouvernement, Saad El Othmani, avant de se poursuivre il y a quelques instants au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Saïd Rennam, Mohamed Aitlishkar. La visite au Maroc d'Anna Maria Pastor Julián, la première du genre depuis son élection l'année dernière à la présidence du Congrès des députés espagnols, est axée sur les relations économiques, la situation sécuritaire dans la région et l'instabilité dans la zone sahélo-saharienne. La cause nationale ainsi que le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour mettre fin au conflit artificiel suscité autour de la question du Sahara marocain sont également au cœur des entretiens entamés avec le chef du gouvernement par la présidente du Congrès des députés d'Espagne. Nous avons eu l'opportunité de partager quelques réflexions sur l'excellence des relations dans tous les domaines entre le Maroc et l'Espagne. Cette visite ambitionne de contribuer au renforcement des relations bilatérales. Elle témoigne de l'intérêt que porte l'institution législative espagnole au Maroc. Les relations entre les deux pays se consolident, elles se diversifient davantage de jour en jour. La visite de la présidente du Congrès des députés d'Espagne se poursuivra demain et elle sera notamment centrée sur le renforcement de la coopération entre les institutions législatives des deux pays.
Dossier terrorisme, nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national. Il s'agit du démantèlement d'une cellule terroriste composée de 5 membres, partisans de Daesh, dont un Espagnol d'origine marocaine résidant à Melilla, qui s'activait dans la région de Bni Chikr, dans la banlieue de Nador. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le coup de filet mené par le BCIJ a conduit au démantèlement d'une cellule présumée terroriste de 5 membres partisans de Daesh, dont un Espagnol d'origine marocaine résidant à Melilla occupé qui s'activait dans la région de Bni Chikr, dans la banlieue de Nador. Le communiqué du ministère de l'Intérieur précise que cette opération préventive a coïncidé avec l'arrestation par les services sécuritaires espagnols à Melilla occupé d'un autre complice des membres de cette cellule présumée terroriste. Les investigations ont prouvé que les membres de cette cellule s'activaient dans le recrutement de jeunes au profit de Daesh, parallèlement à l'apologie des actes barbares exécutés par les combattants aussi bien sur la scène syro-irakienne qu'à l'étranger. Les investigations ont également révélé que les membres de cette cellule ont planifié l'exécution d'opérations terroristes d'envergure au Maroc et en Espagne. Ils ont tenu des réunions secrètes nocturnes, en plus de préparations physiques et des entraînements sur la manière d'exécuter des opérations d'égorgement à l'aide d'armes blanches. Le démantèlement de cette cellule terroriste intervient sur fond d'exacerbation de la menace terroriste qui guette les deux pays et la volonté de Daesh de multiplier ses opérations hors ses fiefs en Irak et en Syrie, et ce en incitant ses partisans à exécuter davantage d'opérations terroristes. Les mises en cause seront déférées devant la justice après l'achèvement de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué du ministère de l'Intérieur. Sachez également que le ministre espagnol de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a mis en exergue ce mercredi l'excellente coopération entre l'Espagne et le Maroc en matière de lutte contre la menace terroriste dans les deux pays, ce qui s'indique un communiqué de son département. La coopération entre l'Espagne et le Maroc dans ce domaine a permis de neutraliser une menace dangereuse qui guettait les deux pays, a-t-il annoncé. La nouvelle rentrée scolaire, c'est donc demain jeudi. La rentrée 2017-2018 accorde cette année une importance particulière à la lutte contre l'encombrement, la réhabilitation des espaces scolaires et l'amélioration des conditions d'accueil des élèves. Un exemple à Taroudant, un reportage signé Zakaria Moukinbillah. Au lycée Sidi Moussa, province de Taroudant, c'est la reprise du travail pour le personnel pédagogique et administratif. Dans cet établissement d'enseignement secondaire, collégial et qualifiant, 80 cadres signent leur PV de rentrée et prennent connaissance de leurs emplois du temps. Une séance de travail réunit l'ensemble du staff pour échanger sur l'actuelle année scolaire. Nous avons regagné notre établissement aujourd'hui. Nous avons signé les PV de rentrée et reçu l'emploi du temps afin de commencer le travail demain. Beaucoup d'efforts sont fournis par le ministère de l'Éducation nationale et par les cadres pédagogiques et administratifs. J'espère que cette rentrée scolaire sera synonyme de réussite et de succès. Pour la rentrée scolaire, des nouveautés, des classes de cours fraîchement peintes, des équipements flambant neufs, le restaurant remis à niveau et le transport scolaire renforcé. Le tout pour offrir des services adéquats aux élèves. Nous avons remis à neuf les salles de classe. Les équipements tels les tables scolaires sont disponibles et l'ensemble de l'établissement est fin prêt pour l'année scolaire. Autant de dispositions pour un environnement scolaire favorable à l'apprentissage, dans un lycée qui accueille 1900 élèves répartis entre les cycles collégial et qualifiants. Et au niveau des manuels scolaires, quelques changements ont été apportés cette année. La mise à jour de certains manuels de l'éducation, comme ceux de l'éducation islamique, du français ou de l'anglais. Dans les librairies, l'heure est à la mobilisation. Le reportage est signé Mounia Marouche. L'écolière découvre ici les manuels de la nouvelle année scolaire.
Dans cette librairie, c'est la fièvre des achats. Les parents sont là pour veiller au grain et faire les meilleures affaires possibles. Mais souvent, ils doivent céder aux demandes de leurs enfants. Une trousse La trousse un peu chère, 150 dirhams, mais je la prendrai quand même. Mes enfants sont séduits par les couleurs et les produits de marque, qui sont bien sûr un peu chers. Dans cet univers livresque, les parents tentent de s'y retrouver, mais les manuels scolaires ne sont pas tous disponibles. J'ai trouvé tous les manuels scolaires, sauf celui du français. Les manuels sont tous disponibles à l'exception de celui du français que nous n'avons pas encore reçu. En ce moment, la pression monte. Certains parents laissent leurs achats jusqu'à la dernière minute. حيث كاين الاغلبيه ديال الناس كيبقاو حتى كتبقى الضغط من راسي نهار ولا يومين عاد كيجيو. Des manuels toujours en cours d'impression et qui devraient être disponibles avant la fin de ce mois. Nous le disions en titre, elle est la première femme arabe et africaine à accéder au bureau exécutif de la Fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales. La professeure Najia El-Abadi a été élue trésorière de la fédération, donc à une large majorité. Najia El-Abadi, présidente de la Société marocaine de neurochirurgie. Son portrait avec Zaki Abdelkas et Nissil Hamdaoui. Elias, on y va. Professeur Najia El-Abadi presse le pas direction le bloc opératoire. Elle s'apprête à effectuer une opération neurochirurgicale. Donc c'est une grosse tumeur qu'on voit ici et qui a entraîné ce qu'on appelle une sciatique chez la patiente. Et c'est parti pour notre chef du service de neurochirurgie pour plusieurs heures de concentration afin de mener à bien un acte neurochirurgical délicat. Mission accomplie. Mais son travail ne s'arrête pas là. Professeur El-Abadi doit s'entretenir avec les proches du malade opéré pour les rassurer. Dans l'exercice de son métier, professeur El-Abadi œuvre toujours à repousser ses limites dans un domaine où les femmes se font rares. Je n'ai personnellement pas rencontré de beaucoup de difficultés, mais la seule difficulté, c'est qu'ils nous ont poussé à travailler davantage. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, quand elles sont en neurochirurgie, elles sont quand même à un niveau de pointe. À travers le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tant que présidente de la Fédération mondiale des femmes neurochirurgiens, que j'ai présidée jusqu'à il n'y a pas longtemps en Turquie, où mon mandat se terminait, le Maroc reste quand même parmi les pays où les femmes commencent un peu à s'intéresser à la neurochirurgie. Alors l'examen de la sensibilité. Najia El-Abadi excelle également dans la transmission de son savoir-faire. Elias, 7e année médecine, s'estime chanceux d'être encadré en temps réel par une pionnière dans le domaine neurochirurgical. J'ai été agréablement surpris parce que c'est vraiment quelqu'un de très professionnel. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie envers ses patients et qui sait tout à fait ce qu'elle fait et qui fait les choses dans l'ordre. Professeur El-Abadi est optimiste pour l'avenir de la neurochirurgie au Maroc. Toutes les instances internationales considèrent la neurochirurgie marocaine comme une neurochirurgie de pointe qui peut concurrencer avec les pays développés. Nous n'avons rien à en vouloir aux autres pays, notamment en Europe, que ce soit aux États-Unis. Grande compétence, dévouement, valeur d'humanisme, des qualités qui ont valu à Najia El-Abadi d'être élue trésorière de la Fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales. Et ce n'est pas tout. Professeur El-Abadi est pressenti pour accéder au sommet de l'Association panarabe de neurochirurgie. L'actualité internationale, nous l'entamons par la Syrie. Des enquêteurs de l'ONU ont indiqué aujourd'hui pour la première fois que le gouvernement syrien
était responsable de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur la localité de Khan Sheikhoun le 4 avril en Syrie, accusant Damas de crimes de guerre, selon le 14e rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Syrie, publié donc aujourd'hui, le 4 avril. Dans le cadre d'une campagne aérienne, les forces aériennes syriennes ont utilisé du gaz sarin, tuant plus de 80 personnes, la plupart étant des femmes et des enfants. La commission rejette l'idée que les frappes aériennes aient frappé un dépôt produisant des munitions chimiques. Dossier nord-coréen, quelques jours après le dernier essai nucléaire nord-coréen, l'unité internationale face au régime de Kim Jong-un commence à se fissurer, douchant les espoirs américains de nouvelles sanctions internationales. S'engager dans une hystérie militaire n'a aucun sens, c'est un chemin qui mène à l'impasse, a déclaré le président russe Vladimir Poutine depuis la Chine, où il a assisté au sommet du BRICS. Il répondait ainsi au président américain Donald Trump, qui avait promis le mois dernier le feu et la colère à Pyongyang, et également quand les États-Unis ont menacé le régime nord-coréen d'une réponse militaire massive. Le pic a été atteint ces dernières 24 heures. Quelques 37 000 réfugiés Rohingyas sont passés la frontière vers le Bangladesh. Ils fuient les violences en Birmanie. L'ONU craint une crise humanitaire dans des camps débordés. L'eau et la nourriture se font rares. L'état de santé des nouveaux réfugiés inquiète les organisations en cette saison des pluies. Certains réfugiés arrivent blessés. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été grièvement touchées dans l'explosion de mines côté birman. Nous sommes au bord de l'une des catastrophes humanitaires, a averti Amnesty International. Et puis au dossier intempéries, Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans l'œil de l'ouragan Irma. Après avoir atteint Barbuda, il est passé en catégorie 5, le plus haut degré dans l'échelle d'intensité des ouragans. La puissance des vents a frôlé les 300 km/h. Il a provoqué d'importants dégâts, habitations inondées, toits envolés. L'ouragan poursuit d'ailleurs sa trajectoire au nord de Porto Rico, qui sera touché cette nuit par des vents très violents. Demain soir et vendredi matin, l'œil de l'ouragan devrait passer à une centaine de kilomètres au nord de la République dominicaine et d'Haïti. Les États-Unis ont activé une première équipe de secours d'urgence en prévision de l'éventualité d'une catastrophe en Floride. Retour chez nous et on va parler météo. Le temps reste très chaud sur plusieurs régions du royaume. C'est ainsi qu'il fera encore entre 39 et 43, entre 39 et 43 degrés sur les provinces de Tata, Oued Dahab, Aousserd, Zagora, Assadzag, Smara, Boujdour, comme vous le voyez sur votre écran, El Rachidia, Taroudin, Tessaouira, Fqib Salah, Qal'at Srar, Nafez, Moulay Yacoub, Stad, Khouribga, Sidi Slimane, Sidi Qassam et Ouazen. Opération Marhaba 2017, c'est la phase retour. Le porte-Angers Med réalise 50% du trafic. Quelques 560 000 Marocains résidant à l'étranger ont transité par le port pour retourner dans leur pays d'accueil. Tous les services concernés sont mobilisés. La Fondation Mohamed V pour la solidarité est au cœur du dispositif mis sur pied pour la réussite de cette opération. Dominique Orlando. Plus que quelques jours avant la fin de l'opération Marhaba 2017, qui a vu cette année encore plusieurs centaines de milliers de passagers transiter en l'espace de quelques mois au niveau de tous les points d'entrée du royaume. Fluidité, confort et sécurité ont été les maîtres mots relayés par tous les acteurs de cette opération d'envergure. L'Aïd, c'était super, les vacances en famille également. Maintenant, c'est le retour, j'ai mes autres enfants qui m'attendent. J'adore venir au Maroc, il fait beau et les gens sont super. Nous, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu au Maroc pour l'Aïd, mais maintenant il faut repartir d'où nous venons. Par rapport à l'année 2016 et sur le seul port de Tanger Med, le nombre de Marocains résidant à l'étranger a connu une augmentation de l'ordre de 8%, ce qui a nécessité une multiplication du nombre de ferries accostant sur la baie de Tanger, l'équivalent d'une moyenne de 40 par jour. Ce dernier week-end a été aussi marqué par un nombre élevé de voyageurs qui ont fait le choix de passer les fêtes de l'Aïd en famille
avant de devoir accélérer le pas pour être fin prêt pour la rentrée scolaire qui commence cette semaine dans la plupart de leurs pays d'accueil. Et la page sport, nous allons revenir sur la rencontre Mali-Maroc. Nous avons été un peu très déçus du résultat. La sélection nationale et son homologue malienne se sont quittés sur un nul vierge hier soir au stade du 26 mars à Bamako, en match comptant pour la 4e journée du groupe C des qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les hommes d'Hervé Renard ont raté ainsi une occasion en or de s'emparer des commandes de leur groupe après le revers surprise de la Côte d'Ivoire qui s'est donc incliné à domicile devant le Gabon 2-1. Au match aller disputé vendredi dernier, donc à Rabat, les Lions de l'Atlas avaient pourtant corrigé les Aigles du Mali sur le score sans appel de 6-0. Les nationaux restent donc deuxième au classement avec 6 points. Lors de la 5e et avant-dernière journée, début octobre, le Maroc recevra le Gabon alors que le Mali affrontera la Côte d'Ivoire. C'est avec le sport que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur l'Oula se fera à 21h. Une excellente soirée et à demain.